des troubles de personnalité limite, puis je suis membre des Femmes d'affaires, donc, et maman de 4 enfants. Donc, c'est un peu mon parcours. Donc, Magali, je te passe la parole. Bien, merci Josée, merci beaucoup. Je suis très touchée aussi d'être là, de faire partie là, de ce webinaire-là qui est très important. Donc, je m'appelle Magali Mention, c'est moi qui vais animer ce webinaire-là. Je suis présidente de Ronin Management et Mention Coaching. Donc, la mission de Mention Coaching, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans la gestion de crise, justement, en faisant des diagnostics par rapport aux opérations, par rapport aussi aux ventes et d'établir une stratégie, un plan d'action. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener un regard qui va être complètement impartial pour protéger le rêve que vous avez bâti, protéger vos ressources, protéger aussi le capital sur lequel vous avez investi, le capital humain. Donc, on est vraiment dans le savoir-faire, mais surtout le savoir-être au niveau du leadership. Donc, je suis aussi membre du conseil d'administration depuis peu du magnifique groupe BPW Montréal et aussi sur le comité mentorat. Alors, on aura probablement l'occasion de se revoir éventuellement. Donc, je vais tout de suite enchaîner avec le webinaire. Il va y avoir une période de questions à la fin. Évidemment, vous pouvez aussi quand même poser des questions et on va les récolter et je vais pouvoir y répondre aussi à la fin. Alors, on va commencer maintenant. Alors, l'objectif du webinaire, c'est qu'en ce moment, on vit une crise qui est internationale, qui va amener des changements majeurs dans notre organisation, mais dans la façon aussi, nous, en tant que gestionnaire, en tant que cadre professionnel, maman à la maison ou employé qui doit faire face à une perte d'emploi temporaire. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des outils. Il y a énormément de matériel possible, mais l'idée, c'est que vous ayez des outils de base pour être capable de prendre en charge cette crise-là et en sortir gagnante, évidemment, mais surtout que vous puissiez l'adapter à votre réalité, à vous. Donc, l'objectif, c'est adapter son organisation en cette période de crise et je vais vous donner 3 clés importantes. Donc, comment bien évaluer, se mobiliser et s'ajuster. Donc, d'abord, on parle de gestion de crise, mais il faut savoir exactement c'est quoi une crise. C'est vraiment une situation qui sort de son cadre inhabituel. Donc, on est souvent surprise par les événements. On a besoin de prendre des décisions en état d'urgence et on a souvent plusieurs informations qui nous arrivent un peu justement comme des lumières rouges hein, qui allument un peu partout. Donc, on a beaucoup de variables, on a beaucoup de décisions stratégiques à prendre et les enjeux, on le sait, peuvent nous amener à vivre du stress, de l'anxiété en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre ou en tant que personnel qui doit rester à la maison. Donc, l'objectif de la gestion d'une crise, c'est qu'il va y avoir des informations qui vont se révéler au fil du temps. Donc, c'est une gestion de crise qui est importante sur le temps. Donc, ça, c'est quelque chose à retenir. Donc, les éléments importants dans une gestion de crise, c'est l'impact que vous voulez avoir le plus rapidement possible, le facteur temps, mais aussi le type d'action que vous allez prendre. Vous allez devoir, tout au long de cette crise-là, prendre des actions faibles ou des actions fortes. Une action faible par rapport à la gestion d'une crise, ça serait la première chose à faire, c'est d'admettre qu'il y a une crise. Ça, c'est une action faible. Donc, je prends conscience et j'accepte qu'actuellement, je vais devoir prendre des décisions. Les actions fortes, ça serait à l'extrême de voir, par exemple, déclarer faillite. Donc, on ne veut pas, évidemment, se rendre là. Et l'enjeu majeur dans la gestion d'une crise, et sans vous en rendre compte, vous le faites vraiment régulièrement dans le quotidien, mais c'est de trouver le juste milieu entre quand est-ce qu'on prend une décision et qu'on agit pour avoir un impact positif et réduire l'impact négatif d'une éventuelle crise. Donc, l'idée, c'est ne pas nécessairement réagir trop tard parce que, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile ensuite d'amener des corrections ou des changements et on risque de devoir poser des actions fortes. Une action forte, des mises à pied, par exemple, comme je disais, une faillite, mais ça, c'est quelque chose qui va s'adapter à votre réalité. Donc, l'idée, c'est d'arriver le plus tôt possible, mais pas de prendre des décisions qui sont des réactions sans avoir en main toutes les informations. Donc, c'est vraiment doser entre le temps et l'action.
Les 3 choses que vous faites qui est le plus important, et c'est le but du webinaire, c'est que vous allez avoir 3 actions importantes à poser, et ce, tout au long de la période de crise. Première chose, vous allez devoir évaluer la situation. Évaluer la situation, on va le voir, on va passer beaucoup plus de temps sur cette partie-là que sur les 3 autres, parce que c'est le point de départ. L'évaluation doit être objective, c'est un diagnostic, on veut aller chercher des faits, on va aller chercher des éléments. Je vais l'expliquer un peu plus tard exactement ce qu'on veut cibler. La partie de l'évaluation va vous permettre ensuite d'évaluer ce qui est le plus important pour vous, de prioriser et de choisir une stratégie qui va vous permettre ensuite de vous mobiliser. Vous mobilisez avec qui, avec quoi, comment, c'est ce qu'on va voir dans le webinaire. Et suite à la première stratégie, vous allez avoir d'autres résultats, donc vous allez avoir un retour sur les décisions que vous allez avoir choisies. Et là, vous allez devoir, en fonction des impacts que vous avez eus, en fonction des nouvelles informations. Actuellement, vous le savez, avec la crise, de semaine en semaine, on a de nouvelles variables avec lesquelles on doit composer en tant qu'entrepreneur, mais aussi des variables qui vont être différentes d'une région géographique à l'autre, d'un pays à l'autre et aussi d'un système gouvernemental à l'autre. Donc, c'est la dernière partie, c'est l'adaptation, c'est l'ajustement où on va réviser notre stratégie, on va l'ajuster ou on va passer à un niveau plus fort d'action. Donc, c'est des choses, comme je vous dis, que vous allez faire régulièrement. La première partie la plus importante, c'est avoir une évaluation objective. Donc, l'évaluation objective, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Je vous invite à prendre un papier et un crayon parce qu'on va avoir des choses à noter. Donc, l'évaluation, c'est aller chercher des données probantes, donc des faits. Vous allez aller chercher toutes les informations de façon la plus objective possible. On veut des faits pour pouvoir les analyser. On fait un 360 degrés de la situation. Donc, que vous soyez en entreprise ou que vous soyez à la maison, on fait un 360 degrés de la situation de façon objective. Ça veut dire qu'on prend de la distance et qu'on regarde toute la forêt plutôt que regarder seulement un arbre, comme on dit. On dit ici au Québec qu'on reste le nez collé sur l'arbre, c'est une expression. On va s'envoler pour aller chercher 2 informations importantes. On va commencer par la première, c'est mes obligations. On pourrait dire mes passifs, mes engagements, mes dettes, ce que je dois payer. On peut décider de l'établir sur une donnée mensuelle. Qu'est-ce que vous devez payer à tous les mois? Là, vous faites une liste. Je vous suggère de le faire sur un papier, vous marquez mes obligations ou sur un fichier Excel si vous y avez accès. Mais on va chercher toutes vos mensualités. Par rapport à cette information-là, chaque mensualité, vous devez savoir vos intérêts. Quelles sont les dates de paiement que vous devez remplir ces obligations-là? Qui sont vos prêteurs et quelles sont les coordonnées? Donc, c'est important de savoir qui est votre prêteur. Par exemple, vous avez un prêt avec une banque, que ce soit un prêt entreprise ou un prêt personnel. Vous avez un prêt avec une banque. Quand est-ce que vous devez payer? Quelles sont vos mensualités? Quelle est la personne à contacter? Et aussi, est-ce que ce prêteur-là a établi une ligne téléphonique particulière pour la crise dans laquelle on vit actuellement? Donc, côté entreprise, vous devez savoir aussi vos coûts d'opération. C'est important de savoir combien ça vous coûte pour opérer votre chaîne de production, vos opérations, combien ça vous coûte. Vous devriez déjà le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est un exercice excellent à faire immédiatement. Donc, vous regardez aussi la même chose. Le loyer de votre entreprise, si vous avez une hypothèque, les mensualités, quel est le montant de votre masse salariale. Des fois, c'est des chiffres qu'on peut avoir par semaine ou par mois, dépendamment de votre plan d'action que vous allez faire. Donc, est-ce que vous êtes capable de faire une différence entre la masse salariale administrative au niveau de vos opérations? Est-ce que vous avez des prêts? Tous les fournisseurs aussi, les fournisseurs, les sous-contractants avec lesquels vous faites affaire, vous devez savoir exactement quel est le montant que vous devez payer. On établit un plan de match par mois. Parce qu'en ce moment, les dernières informations qu'on a eues au niveau de la crise, c'est que là, on le sait que ça peut durer ici au Québec au moins jusqu'au mois de mai. Donc, c'est pour ça que je suggère un plan par mois.
Une fois que vous avez toutes ces informations-là, c'est très important de déléguer à quelqu'un qui va avoir pour mission d'aller chercher des informations de façon rationnelle. Si vous êtes une personne qui vivez de l'anxiété par rapport à cette crise-là, mais c'est le temps de vous tourner vers vos ressources et de demander à des gens qui sont compétents, qui sont analytiques, d'aller vous chercher ces informations-là. Si vous êtes à la maison et que votre conjoint est un expert en analyse et qu'il adore aller chercher de nouvelles informations, bien, c'est le temps de l'occuper puis de lui déléguer cette tâche-là. La deuxième chose, la deuxième colonne très importante que vous allez aller chercher, c'est vos ressources, vos actifs. Qu'est-ce que vous avez actuellement? Les ressources, ça va toucher toutes vos ressources, les ressources financières, légales, personnelles, professionnelles, gouvernementales. Donc, tout le côté matériel, mais le côté aussi humain. Les ressources que vous avez déjà à l'interne et les ressources que vous allez pouvoir aller chercher aussi à l'externe. La liste, elle est un petit peu plus importante parce qu'on veut avoir plus de ressources. Donc, vos ressources de revenus ou vos fonds d'urgence. Donc, personnellement, c'est quoi les salaires disponibles que vous avez actuellement dans le foyer, toujours sur une base mensuelle? Est-ce que vous avez des sources de liquidité? Donc, vous faites une liste. OK? Donc, c'est simplement aller chercher de l'information. La source de liquidité. Je rappelle, je ne suis pas conseillère financière. C'est des informations que vous pouvez aller chercher au niveau de votre comptable, votre conseiller financier. Mais là, tout ce qu'on fait, c'est chercher de l'information pure et dure, comme on dit. Donc, les sources de liquidité, est-ce que vous avez des prêteurs externes dans la famille, par exemple, qui seraient disponibles pour aller éventuellement vous supporter? Est-ce que là, vous êtes au courant de tous les programmes du gouvernement qui pourraient s'appliquer à vous? Encore là, je vous suggère de déléguer une personne que sa tâche principale, ça va être d'aller chercher l'information sur tous les programmes gouvernementaux qui peuvent s'adresser à vous en tant qu'employé, employeur ou entreprise. Au niveau des entreprises, c'est la même chose. On fait le bilan. Donc, c'est votre P&L, les profits et les pertes qu'on appelle le P&L qui devrait vous donner ces informations-là. Les ventes que vous avez actuellement ou les ventes qui devraient techniquement tomber aussi bientôt dans votre compte de vente, dépendamment comment vous gérez vos informations. Ventes, les revenus, vos liquidités, cash flow. Cash flow, hypothécaire, comme je vous dis, je ne suis pas conseillère financière, mais est-ce que vous avez de la liquidité au niveau de vos hypothèques, au niveau de vos bâtiments? Est-ce que c'est accessible? Vos ressources matérielles et humaines, ça veut dire, est-ce que j'ai des top guns, comme on dit? Est-ce que j'ai des super employés actuellement qui seraient une ressource primordiale sur lesquelles je pourrais m'appuyer, que je pourrais aller chercher pour aller créer plus tard ma cellule de crise? La collection. Est-ce que moi, j'ai aussi de la collection qui est en retard? Est-ce qu'il y a des gens qui devaient me payer? On va simplement chercher l'information, puis après, on va décider ce qu'on va faire avec ça. Donc, savoir, vous avez combien de personnes, votre net 30 jours, 60, 90 ou 120. Ça, c'est important d'avoir aussi un bilan de l'argent qui est en stand-by en ce moment. C'est qui est vos clients, vos top 20 acheteurs actuellement et aussi vos clients potentiels. Vos clients potentiels, ceux que vous êtes en train de gérer des contrats, ceux avec qui vous avez déjà des contrats, qui sont vos top 20 clients acheteurs, vous faites la liste et vous avez aussi les coordonnées de chaque personne. Et le top employé multitâche, comme je disais, même chose pour vous, programme du gouvernement, vous allez assigner une personne qui va s'occuper seulement de ça, de vous ramener quotidiennement des nouvelles informations pour les programmes qui pourraient s'appliquer à vous et aussi à vos employés, le cas échéant. Donc, est-ce que ça va? Alors, pourquoi qu'on va aller chercher ces informations-là, qu'on soit entreprise ou personnel, pour deux raisons très, très simples. C'est qu'une fois qu'on va avoir eu toutes les informations, on va être capable de déterminer qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai besoin de qui? Qui vont être mes ressources externes et qu'est-ce que j'ai de besoin pour couvrir, maintenir mes opérations, donc couvrir au niveau de mon entreprise, rester à flot pendant cette crise-là. C'est à partir de toutes les informations que vous avez obtenues que là, vous allez être en mesure de faire un plan de match qui va être efficace. On veut trouver un plan de match efficace.
Au niveau personnel, c'est la même chose. Là, vous avez un bilan clair de la situation et là, ensuite, vous allez être capable d'aller chercher les ressources externes. Qui je vais contacter? Quand vous allez appeler ensuite votre prêteur privé, quand vous allez appeler votre banque, quand vous allez appeler vos amis pour de l'aide financière ou pour de l'information, vous allez avoir toutes les informations en main et vous allez savoir exactement quoi demander. L'impact de ça, c'est que vous allez être sûr de vous, vous allez avoir de la confiance parce que vous allez avoir de l'information concrète. Une fois qu'on a accueilli toutes ces informations-là avec sérénité, objectivité, c'est là où on décide de se mobiliser. C'est la deuxième étape importante dans votre processus pour vous adapter à une crise. On se mobilise comment? Avec une stratégie. Et la première stratégie dans la mobilisation, c'est l'action. Une fois que vous avez vos informations, et là, surtout, n'essayez pas de choisir une action parfaite. Vous allez choisir une action en fonction des variables que vous allez avoir et vous allez changer régulièrement de stratégie. Mais une fois que vous avez fait vos devoirs, c'est le temps d'agir. Première stratégie, on passe à l'action. Donc, la meilleure stratégie, ça sera laquelle? Ça va être celle qui va le correspondre le plus à vous, à votre entreprise, à ce que vous avez choisi de protéger, à ce que vous avez choisi de faire. Elle devrait être celle qui va vous apporter le plus de résultats et celle aussi qui va être le plus facilement modifiable. Parce que dans une crise où on a souvent des informations qui arrivent, des informations contradictoires, changeantes, c'est absolument nécessaire d'être en mesure de pouvoir s'ajuster rapidement. Pour pouvoir s'ajuster rapidement et se mobiliser, vous allez faire une action importante, créer une cellule de crise. La mobilisation en cellule de crise, c'est très, très important. Vous créez une cellule de crise, ça veut dire que vous allez aller chercher vos ressources les plus importantes autour de vous qui vont vous permettre de vous entourer, de vous supporter et c'est à eux que vous allez déléguer. Vous allez prioriser les choix que vous allez faire. Vous allez prioriser. Vous allez une fois que ça c'est fait, vous allez déléguer à votre expert. Ça veut dire que si vous dites, oui, j'ai besoin, par exemple, de faire une demande au niveau de mon prêt, je vais contacter mon fiscaliste, je vais contacter mon expert, je vais demander à mon comptable, que ce soit personnel ou entreprise, c'est la même chose. Vous déléguez la personne qui est la plus compétente pour le faire. Vous allez aussi établir rapidement un plan de communication. Communication qui va être sur plusieurs sphères. Je l'ai dit dans les 3 points qui suivent. Une communication avec les sphères les plus importantes, ça va être à l'interne dans votre cellule de crise. Vous allez vous établir un plan de communication. Vous allez établir un plan de communication avec vos employés. Vous allez établir un plan de communication avec vos fournisseurs. Vous allez établir un plan de communication avec vos prêteurs. Donc, tout ce qui est au niveau financier. Et évidemment, n'oubliez pas votre famille. C'est important de leur dire que tout va bien. Ça, c'est important. Une fois que vous allez déléguer, vous allez faire confiance. Faire confiance, c'est difficile parfois en période de crise, quand on vit du stress ou de l'anxiété. Mais s'il vous plaît, vous avez choisi vos meilleurs éléments autour de vous. Faites-leur confiance, permettez-leur de démontrer leur créativité et libérez-vous, vous, en tant que chef d'entreprise, de ce poids-là de vouloir tout contrôler. Vous allez faire confiance, vous allez contrôler à la fin les résultats attendus. Donc, chacun dans son expertise, selon les compétences et les efficacités, établir les priorités, c'est vraiment ce qui va vous permettre, comme je disais, de survivre le plus longtemps possible. Et ensuite, votre plan de communication avec les fournisseurs, ça devrait ressembler à ça. Donc, créer un calendrier de communication rapidement. Ça veut dire que, là, ça fait déjà, pour nous ici au Québec, environ la 3e semaine qu'on termine au niveau du COVID. Et comme vous le voyez, nos gouvernements nous donnent des points de presse réguliers pour nous faire état de la situation. Dépendamment de la grosseur de votre entreprise, du nombre d'employés que vous avez ou simplement de votre envie à vous de communiquer avec eux, ce qui est important, c'est d'avoir de la rigueur et de déterminer tout de suite un calendrier, une date précise. Votre cellule de crise, vous devrez communiquer avec eux quotidiennement pour faire le point.
Les cadres, vous pourriez décider de dire, on va communiquer avec eux tous les mardis, une fois par semaine. Ça, c'est important. Les employés, la même chose. Vous établissez un calendrier de communication fixe et vous ne manquez pas leur rendez-vous. Ça va vous aider, vous, à vous donner des points de contrôle, des dates précises d'objectifs pour arriver au rendez-vous préparé. Ça va être très bénéfique pour vous aussi. Même chose avec les prêteurs. Le deuxième point de contrôle et de communication majeur, c'est les prêteurs, les fournisseurs. Vous assurez de communiquer avec eux, faire des suivis régulièrement. Surtout, ne fuyez pas vos obligations. Étant donné que vous allez avoir toutes les informations possibles, vous allez être en mesure d'appeler vos fournisseurs et de leur demander, écoute, actuellement, j'ai des ressources pour 1 mois, 2 mois, est-ce que tu peux m'aider? Si vous ne fuyez pas les obligations, ils vont vraiment être enclins à vouloir vous écouter et vous aider autant que possible. Si ils vous répondent carrément que ce n'est pas possible, là, au moins, vous aurez une réponse claire et vous pourrez vous faire une autre stratégie. Ça va? Les choses aussi importantes à garder en communication dans votre point de contrôle, c'est les clients. Hein, comme je disais, clients, vous les appelez. Comment allez-vous? Vous démontrez de la bienveillance. Vous leur démontrez que vous êtes en contrôle de la situation. Vous pourrez leur donner aussi un compte-rendu sur les prochaines reprises de vos opérations ou peut-être de ce qui est encore disponible. Parce que peut-être que vos clients croient que vous êtes fermé ou que vous n'êtes pas en opération. Vous leur faites un état. Décidez. Une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, c'est à vous de décider de la meilleure stratégie pour vous. Et aussi les clients potentiels. Actuellement, selon des statistiques variables, 95% des entreprises auraient arrêté de faire la prospection. Il y a 20% des entreprises, entre 20 et 30% des entreprises qui sont en arrêt total. Et il y a une vingtaine de pourcents que c'est des entreprises qui ont ralenti leurs opérations. Ils sont à effectif réduit, mais ils sont encore disponibles. Ça veut dire qu'elles sont encore disponibles peut-être pour faire de nouvelles affaires avec vous. Donc, n'arrêtez pas de faire votre prospection. Il y a des joueurs actuellement qui ont arrêté de faire des téléphones. Vous ciblez les clients importants et continuez à faire votre prospection pour aller chercher plus de ressources, plus d'aide, mais surtout un plan de communication et un point de contrôle pour vous donner des dates d'échéance précises, vous encadrer, mais surtout créer des liens forts. Parce que c'est la façon que vous allez créer des liens forts avec vos employés, avec les cadres, en démontrant votre leadership, que vous êtes présent, que vous êtes à l'affût et surtout, il va y avoir un après-crise. Une fois que vous avez établi votre stratégie, que vos points de contrôle sont là, vous allez récupérer beaucoup d'informations. Encore une fois, beaucoup d'informations qui viennent à vous va vous obliger à vous adapter. C'est la partie la plus courte de ma présentation parce qu'en fait, quand on est rendu à s'adapter, on est rendu à faire encore une autre évaluation. Donc, vous allez refaire le bilan de vos ressources et vous allez vous remobiliser. C'est là que l'adaptation va vous permettre de faire un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait qui a fonctionné? Combien d'argent on a été capable d'aller chercher? Est-ce qu'on a été capable finalement d'être créatif puis de modifier nos opérations? Est-ce qu'on a été capable d'offrir un nouveau service? Est-ce que finalement, je me suis rendu compte que je ne suis pas obligée de mettre tous mes employés en mise à pied temporaire, mais qu'une réduction, par exemple, de 20% de leur salaire et une réduction des semaines de travail me permettrait finalement de rester à flot. Vous avez le droit de vous ajuster et de modifier le tir. Je vous encourage fortement à le faire. Donc, la stratégie numéro 2, ça sera de réévaluer. Ça veut dire nouvelle variable, nouvelle stratégie et des nouveaux ajustements. Et je vais terminer avec ça à la fin pour qu'on ait assez de temps aussi pour entendre Josée parce que vous allez voir, elle a vraiment bien mis en pratique tous ces 3 points-là majeurs. Donc, la dernière chose à faire, vous pouvez le faire maintenant, vous allez le faire à la fin de la crise, c'est que cette crise-là, elle est une occasion, et comme toutes celles que vous avez vécues, peut-être que vous les avez oubliées, mais vous avez survécu, vous avez appris et vous avez probablement découvert des forces incroyables que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez autour de vous, au niveau de votre équipe, au niveau des gens qui sont là, et vous allez apprendre peut-être aussi à vous créer un meilleur plan de contingence.
C'est les 3 questions qui reviennent souvent au niveau des entreprises ou même personnelles. Qu'est-ce que vous avez appris au niveau de vos points de vulnérabilité? Parce que quand il y a un état de crise, ça veut dire qu'on n'était pas prêt, sinon on ne serait pas en période de crise, on serait juste en période d'ajustement. Ça veut dire que quand il y a une crise, ça vient toucher les points de vulnérabilité. Est-ce que j'ai finalement appris que j'ai trop d'engagement, pas assez de liquidité pour parer les imprévus? Hein, ça, c'est quelque chose, souvent, on se rend compte dans certains endroits, chaque pays vit sa réalité, mais il y a certains endroits en Amérique du Nord où on vit beaucoup à crédit. Peut-être que là, ça sera le temps de réaliser que, oh, j'ai trop d'engagement, il va falloir que je fasse des choix. Au niveau des affaires, je sais maintenant que je dois mieux gérer ma prise de risque en affaires. Est-ce que vous avez pris des risques trop élevés? Est-ce que vous avez mal évalué, par exemple, des contrats qui vous permettaient qui vous obligeaient, par exemple, à engager plus d'employés, mais avec un profit qui était trop faible? Vous comprenez, il y a beaucoup de choses à évaluer. Donc, gérer la prise de risque. Est-ce que vous avez réalisé que votre masse salariale était trop élevée pour vos opérations? Est-ce que vous avez les bonnes personnes assises dans les bonnes chaises? Parce qu'une crise comme ça va révéler non seulement votre leadership à vous, mais le leadership aussi des gens que vous avez mis en place pour gérer vos départements, votre entreprise. Au niveau personnel, c'est la même chose. Vous, en tant que maman à la maison ou employé, vous exercez un leadership quotidiennement. Faites-vous confiance, soyez tolérante envers vous aussi, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui écoutent le webinaire. Donc, actuellement, est-ce que vous avez réalisé que vous n'avez pas de plan de contingence? La crise vous a permis quoi? De mieux planifier, peut-être d'essayer de diminuer les risques. C'est ça que vous avez appris. Vous allez apprendre aussi encore beaucoup sur vous, la façon de gérer votre stress et la façon de gérer vos ressources. Alors, pour moi, c'est déjà terminé. Je vous remercie énormément. Je vais laisser la parole à Josée. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser moi à la fin. Mais ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une forme d'entrevue avec Josée, qui a un témoignage tellement inspirant. J'en ai entendu une partie hier. J'ai hâte de vous en faire part. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir interviewer Josée Dufault, qui est présidente, comme elle vous l'a dit, du groupe Axiomatech. Donc, on va tout de suite commencer, Josée, si tu veux ouvrir ton micro avec les premières questions. Donc, l'entrevue, Josée Dufour. Dis-moi, Josée, toi, en tant que chef d'entreprise, comment cette crise-là, elle a eu un impact sur tes affaires? Bien, premièrement, je tiens à dire qu'avant hier, on ne se connaissait pas, toi et moi, Magali, donc il n'y a rien d'arrangé dans la discussion qui va avoir lieu. Puis, je trouve ça bien, qu'est-ce que tu as expliqué, parce que c'est totalement en lien avec le partage que je vais faire aujourd'hui. Moi, ironiquement, quelques jours avant le début de la crise, je participais à un bootcamp à l'Institut d'entrepreneurship de Beauce qui avait pour titre la prise de décision en période d'incertitude. Puis un des exercices, c'était justement dans le cadre d'une pandémie, comment vous, en tant que chef d'entreprise, vous réagiriez. On avait tout trouvé ça très drôle parce qu'on commençait à l'époque à parler un petit peu, c'était au début du mois de mars, on parlait un peu de la situation en Chine. Puis on disait, mon Dieu, c'est presque prémonitoire cette histoire-là, comment ça se fait qu'on s'est ramassé là à ce moment-là précis. Puis on a tous participé au jeu, mais puis le cas était drôlement ressemblant à ce qu'on vit présentement. Donc, je suis arrivée, j'ai pris la tête des ailes de la construction. Puis finalement, honnêtement, j'étais dans une grosse période de travail. On commençait des projets, je revenais de vacances, je prenais la tête des ailes. C'était vraiment l'ébullition. Puis quand c'est arrivé, ça a été vraiment un état de choc pour moi comme chef d'entreprise parce que du jour au lendemain, même si tu penses que tu es préparé, même si tu penses que tu as un plan de contingence, même si tu penses que tu as un plan d'action en béton, tu as des assurances, que tu as n'importe quoi, en tout cas, tu penses que tu as prévu tout ce qui pouvait être possible et impossible de prévoir, tu te rends compte que lorsqu'il y a des situations de force majeure, parce qu'on a toute une clause de force majeure, particulièrement en construction, tu te rends compte que tu n'es pas préparé du tout à ça.
Puis moi, ce que ça a eu l'effet, c'est vraiment l'effet d'une bombe. Puis pendant 2 jours, j'étais incapable de réagir. J'étais vraiment là, paralysée. Je me sentais comme pris dans un tourbillon de brouillard. Je ne voyais pas clair. Je ne savais pas quoi faire. Fait que je me suis rappelé un livre que j'avais lu dans le passé de Rémi Tremblay qui s'appelait J'ai perdu ma montre au fond du lac, où est-ce qu'il racontait qu'il avait perdu une montre au lac Saint-Jean dans l'eau, puis qu'il y avait du brouillard, puis là, il ne retrouvait plus sa montre. Fait que ce qu'il avait décidé de faire, c'était juste attendre que la poussière retombe pour y voir clair, puis pour retrouver sa montre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 jours, je me suis autorisée à être, prendre une image en petite boule chez nous, à rien faire, à juste regarder, puis comme tu dis, à un peu évaluer, à voir qu'est-ce qui se passait, puis à avoir absolument rien de concret, jusqu'à ce que je reçoive un téléphone d'une de mes sœurs qui est acheteur dans une compagnie, puis qui me dit « Hey, tu sais-tu où je pourrais m'approvisionner en Purel? » Puis j'ai dit « Écoute, j'ai dit attends, je vais regarder ça. » Puis je me suis mis à l'action pour ma sœur, à essayer de régler un problème, parce que je me disais, c'est tellement facile de régler le problème d'un autre, mais en réglant son problème, là, je me suis mis en action. Puis là, en me mettant en action, bien, ça repartit. Puis là, je me suis mis à évaluer, je connais telle personne, j'ai telle autre personne. Je me suis mis à regarder, comme tu dis, c'est qui mes alliés, qui est dans mon entourage. Fait que c'est là où est-ce que j'ai recommencé à voir justement c'était quoi, puis à parler beaucoup aussi avec mon équipe, savoir qu'est-ce qu'ils vivaient, comment ils prenaient ça, à se mettre à parler avec eux, à voir comment est-ce que nous, on allait un petit peu voir ça, si on allait faire du télétravail. Donc, ce que je comprends, Josée, c'est que tu as fait un premier pas de recul. Parce que quand tu dis que tu t'es accordé un besoin, hein, quand je dis la première action à faire, la plus faible, c'est de dire OK, je vis une crise. Ensuite, c'est de dire OK, qu'est-ce que je vais faire? Fait que le fait de se l'accorder, ça, parce qu'on est des gens d'émotion, fait que ça, pour toi, ça serait première étape. Ensuite, tu t'es mis à évaluer. Donc, tu as fait le bilan de tes ressources. Parce que toi, dans ton entreprise, tu as des opérations. Ça fait longtemps que tu es en affaires. Ça veut dire que tu as eu du personnel aussi. Oui. Donc là, on a 9 employés. J'en ai sur le terrain, j'en ai au bureau. Puis j'ai beaucoup de sous-traitants aussi avec qui je fais affaire, à peu près 200 sous-traitants. OK. Donc, c'était quoi la décision pour toi qui a été la plus difficile à prendre en entreprise quand une fois que tu as fait ton évaluation, que tu t'es mobilisé, parce que là, j'entends que tu as quelqu'un de l'extérieur qui t'a donné tout d'un coup une nouvelle idée. Donc, c'est quoi la décision la plus difficile que tu as eu à prendre? En fait, moi, là, dans toute cette histoire-là, bon, c'est sûr qu'au niveau personnel, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes de la santé de tes enfants en premier, la santé de ta famille. Mais à travers tout ça, moi, mes employés, pour moi, c'est hyper important. C'est comme une petite famille, on est toujours ensemble, on travaille ensemble dans le bureau, c'est un bureau à air ouverte. Fait que tu te mets à penser, bon, comment mes employés, eux, vivent la crise? Comment ils se sentent là-dedans? Est-ce qu'ils vont être capables? Parce qu'à l'époque, à l'époque, mon Dieu, on dirait que ça fait 100 ans, cette histoire-là, mais au début de la crise, on ne savait pas exactement comment les choses allaient s'orienter, qu'est-ce qui allait être mis en place pour eux. Puis, évidemment, bien, quand tu es une PME, tu n'as pas nécessairement non plus des ressources infinies. Fait que là, il faut que tu penses également comment je vais faire pour garder l'entreprise ouverte, puis prévoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'était énormément d'incertitudes, énormément de stress. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que je garde les employés le plus longtemps possible pour m'assurer qu'il y ait du revenu, parce que tu sais, en parlant avec eux, tu sais qu'ils vivent des stress parce qu'ils ont des obligations, eux autres aussi. Mais tu te dis, puis là, en parlant avec mon associé, on s'est dit, ben écoute, qu'est-ce qui est le plus dommageable? Est-ce qu'on continue à les payer, mais on met notre entreprise à risque? Ou si on regarde qu'est-ce qui est possible de faire pour eux pour leur garantir qu'il y a un après-crise? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé à l'équipe, nous, depuis le début, mais ça, même avant la crise, on a toujours joué la carte de la transparence, que ce soit avec nos employés, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires. Pour nous, c'est extrêmement important, la transparence, puis ça, autant dans les bons coups que dans les moyens coups. Fait que nous, presque dès le début, on a des rencontres virtuelles à tous les jours avec nos employés, ne serait-ce que pour savoir comment ils vont.
Juste ça, savoir comment ils vont. Puis, je dois dire donc, pour répondre à ta question, ce qui a été le plus difficile, ça a été de prendre des actions, de dire, ben, écoute, on va mettre tous nos employés sur le programme canadien d'urgence. Pour moi, ça a été... Ouais. J'imagine que ça a été, oui, effectivement, un choix déchirant, sauf que c'est ça l'idée, hein? C'est comme tu disais très bien, on a des variables, on ne sait pas l'ampleur, on a une idée approximative du temps, donc il faut faire un plan à court ou moyen terme, difficile de le faire à long terme, il faut beaucoup s'ajuster. Une fois qu'on prend une décision comme ça, c'est certain que le fait de rester en communication, ça garde le lien d'emploi, le lien fort, puis ça amène aussi beaucoup de générosité. Je sais que tu t'impliques dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Actuellement, je sais que ça t'a amené aussi à créer beaucoup de créativité à l'extérieur. Comment toi, t'envisages le après-crise, le après-COVID pour l'entreprise, puis pour toi-même aussi, parce que je sais que tu t'es mobilisé beaucoup. Bien, moi, si je peux dire que j'ai trouvé un point positif dans la crise, c'est que, bien, comme je disais, quand ma soeur m'a appelée pour sa question de désinfectant, finalement, ça m'a mis en action, puis je me suis mis à recontacter tous les gens de mon réseau. Fait que là, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps qu'il y avait certaines personnes avec qui j'avais pas parlé, qui m'ont amené à contacter d'autres personnes, puis je me suis rendu compte que non seulement j'avais un réseau incroyable, mais que mon réseau avait aussi un très grand réseau. Puis j'ai élargi mon réseau de façon exponentielle. Puis je me suis impliquée, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, je me suis mis à parler avec, puis je suis membre de Prox Industriel, comme je disais dans ma présentation. C'est un groupe à Laval de gens qui sont distributeurs justement de produits manufacturiers. Puis, on a une communauté extraordinaire à Laval là-dessus. Puis, les gens se sont mis à se parler. Puis, honnêtement, là, ça, pour moi, là, ça a été, je dirais, salvateur. Puis, je pense que autant pour mon entreprise que pour le après, j'ai créé des liens qui, je pense, vont être profitables à long terme aussi. Puis, il y a des communautés qui se sont mises en place, même à travers les ailes aussi, on essaie de faire un peu différent. Ce qu'on essaie de faire, c'est le côté accompagnement humain, le côté entraide. Il y a la Maison sans limite aussi, où est-ce que dans laquelle je suis impliquée, où est-ce qu'on s'est dit ben, comment on peut aider les autres, prendre nos talents particuliers et les mettre au service des autres. Ce n'est pas nécessairement tant de moyenner nos services, mais de se rendre utile puis d'avoir l'impression de faire une différence pour les gens. Puis tu as l'impression, moi, que tu contribues à faire bouger les choses, à être vecteur de changement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je me dis, ben peut-être monétairement, ça apporte rien, mais ça apporte personnellement quelque chose de grand. Puis je me dis, ben si tu t'impliques puis que tu aides les autres, ben j'ai toujours pour m'en dire que qui donne reçoit, à un moment donné, ça te revient par la bande. Fait que c'est comme ça que je le vois. Là. Puis est-ce que je peux te demander, si tu veux, parce que tu m'as parlé, j'ai trouvé ça, parce que là, tu parles aussi beaucoup, tu sais, j'aime beaucoup ton côté humain en tant qu'entrepreneur. Tu as des employés qui comptent sur toi à ta charge, tu veux rester forte, mais en même temps, tu as des émotions parce que c'est quelque chose qui te touche. Mais tu as trouvé une façon de rester positive, motivée en aidant les autres par rapport à tes petites vidéos. Je ne sais pas si tu veux en parler, là, tes revues de tu t'es mis à cuisiner, je ne sais pas. Là, justement, j'ai la directrice qui est en ligne, Marie-Hélène Dastou, justement, que je salue. La semaine prochaine, ben moi, c'est un jeu que j'ai commencé, en fait, en famille. C'était que nous, on veut se payer un voyage éventuellement, puis on voulait le payer cash, finalement. Fait qu'on s'était dit comment faire pour économiser au maximum et trouver des repas à faible coût en famille. Parce que, comme je disais d'entrée de jeu, on a 4 enfants, donc l'épicerie est un gros centre de coût chez nous. Fait qu'on a commencé à cuisiner, puis là, c'est qui dans la famille va trouver le meilleur repas, le plus nutritif et le plus goûteux à moindre coût. Fait que c'est pour ça qu'avec Marie-Hélène, je lui proposais à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, si les membres de la Maison sans limite, ça les intéresse, ben, je pourrais leur montrer. J'arrive à faire des repas pour 4 personnes à 5 $. Bravo! Fait que finalement, ben, la semaine prochaine, on va faire nos premières capsules. Je pourrais te dire si c'est possible ou pas. Là.
Je trouve que c'est une bonne idée pour te protéger toi. Tu continues à redonner aux autres, à faire aussi une forme de bénévolat, mais je ne sais pas actuellement les gens, si vous êtes à la maison aussi puis que de votre côté personnel, vous cherchez à réduire les coûts, je trouve que c'est un super beau défi. C'est une belle façon de vous remettre à cuisiner. Puis moi, je me dis, si une femme aussi occupée que Josée Dufour est capable de le faire, moi, ça me motive vraiment beaucoup à le faire aussi. Josée, je vais te poser la dernière question. C'est quoi le message que tu voudrais nous laisser? Puis ensuite, je veux dire aux gens présents, je sais que là, il est 13 heures. Si vous voulez, on va terminer environ dans 5 minutes officiellement. Les autres, vous pouvez rester évidemment pour poser vos questions. On a le mot de la fin aussi de Prima. Fait que je te laisse, Josée, c'est quoi le message que tu veux nous laisser en ce moment? Bien, moi, je pense que actuellement, le message que j'aimerais laisser aux gens, c'est de ne pas rester seul. Parce que la plus grande erreur, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit à la maison, qu'on soit employé, c'est de penser, qu'on est seul au monde, puis qu'on est tout seul à vivre une situation. Puis actuellement, il y a plein de groupes, il y a plein de réseaux ou de communautés qui sont là. Puis je pense que de s'impliquer, ne serait-ce que comme auditeur ou comme participant, ça fait toute la différence du monde. Puis ça permet de garder le moral, ça nous permet de rester en action. Donc, moi, ça serait le conseil que je vous donnerais, là, de vous Qui est impliquer. un excellent conseil aussi parce que le capitaine du navire doit rester, évidemment, il doit rester fort, mais le chef de famille, la maman à la maison, l'employé, donc rester positif, ça, je trouve que c'est effectivement, c'est le mot de la fin. J'ai une question de Marie-Chantal pour toi, Josée. Elle demande, Marie-Josée, est-ce que tu as une entreprise de service ou de production ou les deux? Et est-ce que ta décision de maintenir ou non un emploi où les employés pourraient dépendre du type d'entreprise ou ça n'a pas d'impact? C'est sa question. Moi, actuellement, nous, comme je disais, nous, on est un entrepreneur général spécialisé en gestion de maintenance. Donc, on a autant la portion construction traditionnelle, on a la portion service, puis on a la portion gestion de projet. Fait qu'actuellement, bon, tout ce qui est construction, on est arrêté, évidemment, là, par décret. La portion service, tout ce qui est service essentiel, donc de maintenance continue. Puis moi, je dois dire que je suis particulièrement choyée. J'ai des employés qui, malgré le fait que pour l'instant sont arrêtés, n'ont pas de revenus, la majorité et sinon la quasi-totalité m'ont offert du bénévolat pour préparer le après. Fait que donc, j'ai des filles qui travaillent avec moi, les gars qui travaillent avec moi qui m'ont offert de rester impliqués, de prendre des appels de service, de faire de l'amélioration continue. Fait que j'ai vraiment une équipe extraordinaire. Puis je les remercie. Mais écoute, moi, j'ai une dernière question pour toi, Josée. Je voulais savoir, au niveau de tes employés, tu dis que tu communiques avec eux tous les jours. Tu as pris cette décision-là, puis c'est quoi l'impact que tu as vu sur les employés, le fait que tu gardes la communication? Écoute, faudrait peut-être leur demander, là, mais en tout cas, je ne sais pas pour elles qu'est-ce que ça leur apporte, mais moi, ça me rapporte beaucoup, en tout cas. C'est que pour moi, je veux être certaine qu'ils vont bien. Je leur ai ouvert la porte aussi s'ils ont des problèmes à m'appeler, s'ils ont besoin de support au niveau psychologique ou s'ils ont des problèmes au niveau de l'épicerie ou quoi que ce soit. J'ose espérer qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur mon associé et moi là, pour les aider en période de crise. Fait que moi, au moins, ça me permet de garder un lien avec elles puis m'assurer que tout le monde... Je dis elle parce que j'ai plus que 80% de... En fait, j'ai seulement 2 hommes dans mon entreprise, donc c'est pour ça que je dis. OK. Et au niveau là, du redémarrage de ton entreprise et tout ça, comment tu fais? Moi, ça va être ma dernière question. Je ne sais pas si les filles, vous avez des questions aussi, c'est le temps de les poser. Mais comment tu fais pour t'entourer justement là, d'une équipe pour dire, OK, on va redémarrer la production? Comment tu vas faire ta planification pour le redémarrage de l'entreprise?
Ben, écoute, pour l'instant, on est moi puis mon associé qui prend en charge la majorité des opérations. Puis j'ai mes petites abeilles là, qui travaillent dans l'ombre là, présentement, puis qui en prennent un peu, puis qui sont toujours à l'affût là, de nous donner quelques heures. Fait que est-ce que ça m'inquiète? Je pense qu'on va y aller progressivement. On va les prendre projet par projet. Là, on travaille sur certains projets qui sont prioritaires puis qui vont être mis de l'avant aussitôt qu'on a le hockey de pouvoir recommencer. Mais comme tu disais, c'est une réévaluation constante puis on s'adapte à chaque jour. Là. Parce qu'il va falloir aussi avoir la collaboration des sous-traitants, des fournisseurs. Fait que tout ça, c'est de l'inconnu encore. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Puis tu m'as dit, j'ai dit que c'était ma dernière question, mais je suis vraiment, je suis vraiment intéressée. Tu m'as dit au début que tu avais déjà un plan d'urgence, que tu y avais déjà pensé avant, mais que quand tu es arrivé dans la réalité, que là, tout d'un coup, malgré le fait que tu avais un plan d'urgence, ça t'a un peu, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça t'a un peu pris de plein fouet. Est-ce que c'est ça? Oui, ben écoute, aussitôt qu'on a commencé à en parler, moi, ça a parti d'un client qui nous a dit, ben avez-vous des procédures d'urgence en cas de pandémie? Puis j'étais en vacances à l'extérieur du pays, puis bon, en tout cas, tout le monde trouvait ça vraiment drôle. Puis là, j'avais dit, ben oui, c'est pas compliqué parce que dans mon ancienne vie en tant qu'employé, on avait déjà dû le faire pour le SRAS, justement. Fait que moi, vite, vite, j'ai dit, ben c'est pas compliqué, j'ai dit, on va faire ça, 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 ça. Puis j'ai mis peut-être en 5 minutes un plan de mesure d'urgence, mais tu penses jamais que ça va être vraiment utile. Puis aussitôt que finalement on a vu que ça empirait, bien moi tout de suite, au grand désarroi, j'ose le dire, de mon associé, je me suis mis à acheter du purée, je me suis mis à acheter des gants, là, je cherchais des masques lavables en fait. Puis écoute, là, c'était déjà un sujet de discussion parce qu'on trouvait que j'exagérais un petit peu, mais finalement, je suis contente de l'avoir fait, malgré tout. Oui, Je effectivement. te salue mon associé parce que je sais qu'il est en ligne. Et j'ai une question qui m'a été posée aussi là, de la part des participantes qui me demandent comment tu gères la crise au niveau des L de la construction, qui est aussi un organisme pour femmes. Puis on sait qu'actuellement, nous, ici au Québec, ce qu'on vit, la construction, c'est un point économique majeur quand elle va reprendre. Comment tu vis ça, toi, en tant que présidente? Nous, aux ailes, comment on a décidé de s'impliquer au niveau de la crise? C'est vraiment parce que, bon, il y a beaucoup d'informations au niveau des programmes, au niveau des mesures économiques, tout ça. Nous, on a décidé, parce que notre mission, c'est vraiment d'être présente et d'être un groupe de soutien, donc à la base. Donc, ce qu'on a décidé de mettre sur pied, c'est vraiment, encore une fois, de faire d'appuyer nos membres en étant présente, en les écoutant, en faisant des cafés virtuels, en faisant des capsules d'information, mais vraiment plus au niveau de la santé mentale en général, de l'organisation personnelle. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a décidé de s'impliquer en tant qu'organisme. Bien, écoutez, moi, je vais terminer avec ça. Merci beaucoup pour cette dernière question-là. Je voudrais te parler encore plus longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui doivent quitter, fait que je veux quand même respecter les délais. Il est 13h08. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'en vois pas actuellement. De toute façon, vous pourrez toujours aussi nous rejoindre, les gens qui restent. Claudine fait dire bravo pour ton témoignage, José, ton expérience. Prima, je vais te céder la parole pour le mot de la fin, si tu permets. Excuse, si je peux répondre parce que j'ai vu un commentaire de Claudine, des mauvaises journées. Moi, je dirais que même à chaque jour, j'ai des mauvaises heures aussi, là, où est-ce que tu essaies de rester positif, mais que tu as la panique qui te prend. Donc, oui, Claudine, je suis pas toujours positive. Alors, merci José. Vous m'entendez? Oui.
Donc, merci José. Je vous remercie d'être connectés nombreux à ce webinaire. Merci José. Merci Magali. Merci à toutes les femmes qui ont participé. J'espère que ce webinaire va vous permettre, va vous donner des outils parce que l'objectif c'est de partager quelques outils, de suggérer quelques outils et aussi un témoignage inspirant pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas seul là-dedans. Alors, j'espère que l'objectif est atteint. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Restez connectés. Nous allons continuer à donner des actualités pour les prochaines semaines. Nous allons aussi partir une campagne, donc vous allez le voir, une campagne pour se supporter pendant ce moment de crise. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Merci. Alors, on va finir ici. On a respecté le temps. Merci à toutes et à tous. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.